C'est l'un de ces dilemmes qu'il nous faut résoudre pour progresser. Peut-on créer une ville à la fois dense et désirable? C'est en tout cas le pari de la publication de l'ADEME autour de la ville 3D, pour dense, durable et désirable. Je suis Sylvain Grisot, urbaniste fondateur de Dixit.net et j'échange aujourd'hui avec Anne Lefranc de l'ADEME, qui a coordonné ce guide. En fait, la ville dense et désirable existe déjà, comme le montrent les nombreux exemples présentés dans ce petit ouvrage. Mais il n'y a pas de recette miracle pour y parvenir. Seulement une boîte à outils où chacun devra trouver celui qui s'adapte le mieux à ses besoins. Nous sommes en fait engagés dans une longue période d'expérimentation qui fait évoluer très rapidement les pratiques sans que l'on prenne pleinement conscience de l'ampleur des changements. La preuve en est, ce guide de l'ADEME date de 2018 et l'édition de 2023 devait être une simple mise à jour. Mais compte tenu des évolutions dans la compréhension des enjeux et des pratiques depuis 5 ans, une refonte complète s'est imposée. Parions que la troisième édition, apparaître peut-être dans quelques années, témoignera de notre capacité à trouver les chemins de cette ville à la fois dense et désirable. Pour ne manquer aucune de nos publications, abonnez-vous à notre newsletter sur Dixit.net. Et bonne écoute. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait peut venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde de Nantes. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Anne Lefranc, bonjour. Bonjour. Alors Anne, tu es coordinatrice au pôle aménagement des villes et des territoires de la direction adaptation, aménagement et trajectoire bas carbone. Je suis allé jusqu'au bout. Tu me diras si j'ai fait des erreurs. Et tout ça, évidemment, à l'ADEME. Et tu as aussi assuré la coordination technique d'un guide publié récemment qui s'intitule tout simplement Faire la ville dense, durable et désirable. On retiendra bien les 3D qui résonnent à l'évidence avec nos sujets de préoccupation. Alors, on y retrouve des constats autour des questions d'artificialisation des sols, une explication de ce qu'est la densité et de ce qu'elle n'est pas, en réponse aux enjeux de sobriété foncière, et puis toute son articulation avec les deux autres D, puisqu'il y a tout un jeu sur 3D. On a donc dense, mais désirable et durable. Avec plein d'outils et surtout plein d'exemples en fait de mise en œuvre concrète des préconisations du guide qui est donc loin de rester théorique. Alors déjà, pourquoi ce guide? Pour qui? Et puis pourquoi maintenant? Alors ce guide, il était déjà édité depuis 2018. Il avait ce titre-là, Faire la ville dense, durable et désirable. Et on a voulu le remettre un petit peu à jour parce que depuis 2018, pas mal le contexte a beaucoup évolué, et notamment avec l'arrivée de la loi climat et résilience et la pose de l'objectif de zéro artificialisation nette. Et donc, on voulait revoir un petit peu nos messages en lien avec cet objectif. Et puis finalement, de fil en aiguille, d'une simple réactualisation, on est passé à une réécriture presque totale. Mais l'idée, c'était bien d'accentuer la désirabilité. En fait, ce qui manquait un petit peu dans le premier guide, pourquoi faire la ville dense, et l'associer justement à cette désirabilité et à la durabilité aussi. Parce que bien évidemment, nous, on voit les 3D de manière conjointe.
Alors, on va y revenir, hein, c'est ce lien qui est justement intéressant. Mais pour aller au bout de ma question, ce guide, il s'adresse à qui? Le public est large, hein. Enfin, c'est tous les acteurs de la fabrique de la ville, hein, que ce soit des urbanistes, des collectivités territoriales, des élus, même des citoyens, voilà, qui peuvent prendre ce guide. Non, il n'y a pas vraiment de. Ouais, c'est vrai que la première cible, c'est quand même les territoires, parce qu'effectivement, c'est eux qui ont en charge la planification territoriale. Mais voilà, on la veut quand même assez large. On a essayé, voilà, de mettre des exemples aussi un peu inspirants qui nous permettent de toucher tous les publics. Alors revenons au cœur du message, hein. On a bien ces 3D, on va revenir sur le lien entre les différents D. Il y en a quand même un qui est positionné comme étant la réponse à des enjeux qui sont très largement explicités au début, c'est la densité. Il y a encore besoin, avec tous les changements qu'il y a eu, hein, depuis 2018, il y a encore besoin de parler de densité, il y a encore besoin d'expliquer ce qu'est la densité et aussi ce qu'elle n'est pas. Oui, je pense qu'il y a moyen qu'on explique effectivement la densité. Il existe plusieurs densités, et c'est bon vu d'une manière très scientifique, mais ça peut être aussi vu de manière plus subjective. Et on insiste aussi dans le guide sur la densité perçue, justement la densité vécue. Qui est très liée finalement à ce qu'on perçoit quand on est dans un milieu dense, et qui peut varier selon les individus, qui sont très liés aussi aux formes urbaines, au fait d'avoir de la végétalisation ou pas, voilà, la perception de la densité qui peut être vraiment différente. Et c'est sur ces leviers-là aussi où on peut jouer de manière à faire une ville qui soit dense, mais aussi vivable. Alors, Voilà. et en pointant aussi, hein, que la densité est une réponse, la densification, en tout cas plus de densité bâtie, parce que c'est bien de ça dont on parle, sous réserve de bien la faire, peut être une réponse aux enjeux notamment d'artificialisation des sols, mais pas à tous les prix. Hein, et pas partout, pas tout le temps, et qu'il y a aussi des limites à tout ça. C'est pas non plus la réponse à tout, ou la réponse systématique partout. Exactement. Je pense que vraiment, enfin voilà, on cache pas non plus le fait que la densité a des limites, et c'est bien justement de les identifier ces limites, pour pouvoir justement proposer quelque chose de plus acceptable, de plus désirable. Oui, c'est vrai que sur la densité, on pense que c'est la première réponse, effectivement, quand on parle de lutte contre l'artificialisation. Effectivement, ça fait partie de la sobriété foncière. Mais nous, l'idée derrière le guide aussi, c'est de se dire, ben voilà, c'est vrai, on répond à ces objectifs-là de zéro artificialisation nette, mais c'est l'occasion aussi d'embarquer aussi toutes les questions qui sont liées à la renaturation, par exemple, et qui font partie aussi des leviers très forts pour atteindre les objectifs de transition écologique. Alors, et de désirabilité, enfin autant le lien. Et de lien, désirabilité, bien sûr. Mais allons-y là-dessus, hein, sur cette question-là, parce que la question densité-durabilité, enfin le lien, il est relativement clair, hein, par l'économie des espaces, etc., etc. Dans l'esprit de beaucoup, y compris élus locaux, y compris techniciens, etc. La densité bâtie, en tout cas, elle est directement. Elle est quasiment inversement proportionnelle à la désirabilité d'un espace urbain. Alors, vous avez un autre parti pris, avec des exemples aussi, hein, là-dessus. Comment on avance avec les deux en même temps ? Bonne question, parce qu'aujourd'hui, le foncier, il est cher, hein. Donc, en général, quand on identifie des fonciers disponibles, c'est pour aussi les construire, les bâtir. Mais justement, voilà, c'était l'idée de se dire, se poser la question dès le départ de cette désirabilité, et qui permet d'aller justement embarquer la partie renaturation, les questions d'espace déjà artificialisés, les friches,
qu'en faire en fait. C'est aussi ça, derrière ça, se faire aller sur des parcs végétalisés, réduire aussi la place de la voiture, avoir des espaces plus apaisés. Je pense que vraiment l'aspect santé, et nous on l'approche aussi voilà dans ce guide-là, c'est-à-dire la santé voilà des citoyens, c'est aussi ça, lutter contre la pollution. Enfin voilà, ça répond à beaucoup d'axes et ça permet d'embarquer vraiment un certain nombre de sujets qui permettent aujourd'hui de proposer plusieurs chemins pour y arriver, mais voilà, c'est en tout cas vers ça qu'on tend. Alors il y a beaucoup de chemins en fait qui sont proposés à différentes échelles, beaucoup de moyens, beaucoup de dispositifs, à la fois avec des outils existants, mais une façon de les mettre en œuvre, mais aussi des outils qui sont moins classiques, en tout cas moins généralisés. Est-ce qu'il y en a certains sur lesquels, alors dont on parle dans le guide ou autre, hein, tu voudrais insister, qui vont quelque part dans ce sens-là, alors des 3D, mais surtout d'une densité désirable? Alors moi, nous, on insiste beaucoup sur la partie stratégique en fait, c'est-à-dire que déjà à l'échelle planification, c'est-à-dire prendre en compte le fait qu'on ait des espaces et qu'est-ce qu'on va en faire. Donc déjà à l'échelle de la stratégie de la collectivité, se poser ces questions-là, et ça passe forcément par une meilleure connaissance de ces espaces, des sols qui sont disponibles, de la qualité de ces sols aussi, et de la préservation aussi des espaces qu'on peut avoir autour de la ville. Et donc la première étape, c'est peut-être celle-là, voilà, qu'il faut pas louper, je pense. Et une fois qu'on a bâti sa stratégie, là, on peut imaginer aussi plusieurs trajectoires pour y arriver, parce que arriver à un objectif de ZAN à 2050, il y aura pas qu'un chemin, hein, c'est sûr. Et il y a plusieurs effectivement plusieurs trajectoires, oui, pour y arriver, et puis plusieurs solutions, plusieurs façons de faire en fonction aussi de son territoire. On n'a pas les mêmes contextes en bord de mer qu'en montagne ou dans une métropole. Voilà, donc il faut prendre en compte tout ça. Et une fois qu'on l'a pris en compte, revenir aussi aux besoins. Voilà, ce dont j'ai besoin pour mon territoire, parce que aujourd'hui on voit qu'on est complètement décorrélé aussi face aux besoins. On n'est pas revenu là-dessus, mais l'idée de se dire on artificialise 4 fois plus que finalement la population ne grandit, ça veut dire qu'on est quand même un peu décorrélé au niveau de nos besoins. Donc se reposer la question des besoins et de sa stratégie. Et ça, bon voilà. Alors on essaie d'apporter au travers du guide un certain nombre d'outils pour y arriver. Je pense aussi à l'outil Muse qui permet de bien se rendre compte de la multifonctionnalité des sols et comment l'intégrer dans une stratégie de planification dans des documents d'urbanisme. Ça, c'est des choses que l'on porte côté ADEME, qu'on met en valeur. Mais on a aussi d'autres outils que l'on peut citer. C'est Pas de vacances pour la vacance, qui permet d'identifier aussi la vacance sur son territoire. Parce que, bon voilà, un des leviers quand même majeurs pour arriver, c'est de voir un petit peu l'existant et se dire, voilà, si j'ai de la vacance, si je traite la vacance, peut-être que ça me permettra de ne pas construire des maisons pavillonnaires et plutôt d'offrir du logement en centre-ville. Et ça permet, voilà, de répondre à certains objectifs. Alors c'est intéressant, c'est 2 exemples un peu à l'extrême, hein, des champs du très concret quelque part, et on part du micro avec Pas de vacances pour la vacance, sur lequel on est vraiment sur ces questions d'identification, non pas de friches, mais même de bâtiments, de bâtiments qui ne servent pas et qui donc pourraient nous éviter de construire. Et puis de l'autre côté, la connaissance plus macro sans doute, mais aussi plus fondamentale des qualités des sols avant en tout cas pour prendre des décisions d'aménagement éclairées. Mais vous menez aussi,
de façon continue des processus d'expérimentation. Ça veut dire que c'est sans doute, donc c'est la deuxième version, mais il y en aura sans doute une autre, notamment autour de ces expérimentations autour du ZAN ou de la ZAN, je ne sais jamais. C'est le débat aujourd'hui qu'occupe la France entière. Faut-il dire ZAN ou ZAN? Donc je ne sais pas quelle est la version de Ça l'ADEME. dépend si tu aimes les Haribo ou pas, mais... D'accord, oui, ouais, c'est ça. C'est peut-être pour ça que je suis un peu bloqué sur le ZAN. Je ne sais pas, tu peux peut-être nous en parler un peu, c'est-à-dire quel est le propos autour de cette expérimentation, je vais y arriver, et en quoi, quelque part, ça montre aussi qu'on n'est pas au bout, et que là, on est sur un guide qui reste partiel. Alors, sur l'expérimentation en elle-même, nous, ça fait plusieurs mois, voire... Maintenant, on peut parler même en année qu'on a monté cette expérimentation. C'était vraiment au début des réflexions sur la loi climat et résilience et l'objectif de ZAN. Donc, nous, on parle de ZAN, mais zéro artificialisation nette. Pour dire qu'on est dans une période un petit peu aujourd'hui un peu de flou, voilà, parce qu'aujourd'hui, tous les décrets d'application ne sont pas encore sortis. La mise en œuvre est pas forcément évidente aujourd'hui pour bâtir une trajectoire de ZAN. Et on a pensé qu'il fallait qu'on soit peut-être dans ce flou-là pour être justement en force de proposition pour aider et accompagner des territoires dans leurs objectifs de trajectoire. De poser une trajectoire, voilà, ne serait-ce que déjà poser une trajectoire, et quels outils, quelles méthodes ils auraient besoin pour justement bâtir cette trajectoire. Donc on a commencé à poser un petit peu les bases de la méthode, mais surtout on est vraiment dans de l'accompagnement de type assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, on recueille les besoins de ces territoires. Là, on a 22 territoires que l'on accompagne et on met en place justement tout un accompagnement. Et l'idée, ça sera d'être un peu force de proposition sur justement les méthodes, les outils que l'on pourrait diffuser à l'issue de cette expérimentation qui va durer 2 ans. Donc, c'est vrai qu'on est quand même au tout début. Et diffuser aussi les bonnes pratiques, parce que c'est vrai que les territoires, mais on le voit aussi dans le guide, on a pas mal d'exemples en fait. C'est pas nouveau, la question de la sobriété foncière, ça fait combien de temps qu'on en parle et qui c'est dans la loi SRU, etc. Donc il y a vraiment des choses qui se passent dans les territoires qu'il faut vraiment, je pense, aller voir et mettre en valeur, parce que je pense qu'on y arrivera aussi comme ça, parce que c'est pas juste quelque chose qui vient du national et qui transpire dans les territoires. Non, c'est aussi les territoires qui font déjà et qui ont besoin aussi peut-être aussi d'être accompagnés, aussi d'avoir un peu plus d'outils, de méthodes un peu plus facilitantes qui permettent d'y arriver. Et c'est vrai qu'on est sur des objectifs de long terme, mais ça se pose déjà dès maintenant. Voilà, c'est aussi ça. L'idée, c'est de dire, commençons à se pencher dès maintenant sur ces questions-là. Donc on est quelque part au travers de ce document aussi sur une forme de point d'étape, mais tu le disais tout à l'heure, à la fois ça fait 20 ans qu'on en parle, mais déjà un document, la version du guide de 2018 est plus tout à fait celle dont on avait besoin, et d'une mise à jour, on est passé à une réécriture parce que quelque part tout a changé depuis. Pas que la loi, c'est aussi parce qu'on le voit bien, on a beaucoup de pratiques et beaucoup d'exemples de projets de territoire qui sont acteurs de formes de sobriété foncière dans le guide. Donc en avance de phase par rapport à la loi, on a un changement en termes de perception sur ces enjeux-là. On a donc des solutions, et en même temps, on n'a pas toutes les solutions, preuve en est. Vous-même, vous initiez des formes d'expérimentation sur 22 territoires en espérant bien en tirer des choses à raconter aux autres. Qu'est-ce qui aujourd'hui, finalement, bloque, non ? On n'a pas tout à fait le chemin, mais l'objectif est relativement clair. On en parle depuis 20 ans, et on le voit bien, certains bougent, mais pas d'autres. Ça concerne
les territoires, et quand on dit ça, on pense aux collectivités locales, mais aussi les professionnels, aussi sans doute les citoyens, en tout cas à une certaine échelle. Qu'est-ce qui aujourd'hui bloque le passage à l'acte des uns et des autres? Si tu as une idée là-dessus. C'est une bonne Évidemment, question parce que si on avait si on le savait, je pense qu'on aurait peut-être débloqué la situation. Enfin, la situation. Oui, parce qu'évidemment, la vraie question, c'est comment on débloque. Hein. Voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai, il y a des freins aujourd'hui. Je pense que il y a beaucoup d'idées reçues autour de cet objectif de zéro artificialisation nette. Déjà, rien que le terme, il n'est pas simple à expliquer. Il n'est pas simple. On se fixe surtout sur le zéro et on se dit on ne construit plus, on ne fait plus rien, on est dans l'immobilité. Et en fait, c'est pas du tout ça. En fait, l'idée derrière. Et je pense qu'il y a déjà besoin de pas mal de pédagogie autour, ne serait-ce que du concept. Et une fois qu'on a défini le concept, bon, chose qu'on commence à faire, hein, mais je pense que même les élus savent qu'aujourd'hui, même avec un objectif de ZAN, ils continueront à bâtir et à construire. Mais l'idée, c'est de replacer la question de la durabilité aussi, parce que aujourd'hui, faire avec un objectif de développement durable derrière, et aussi d'embarquer toute la partie. Alors là, on pense à la sobriété foncière dans le ZAN, mais voilà, la question de la renaturation, là aujourd'hui, il y a des vraies questions qui se posent aussi sur la partie, on va dire, qu'on appelle compensation, même si on parle pas de ce mot, c'est un mot un peu tabou, mais la partie compensation a besoin aussi d'être définie et qui en découle aussi des outils de mesure pour justement se dire comment on va mettre en œuvre et comment on va compenser. Et au-delà de la simple comptabilité, parce que voilà, il faut pas le ramener à simple bilan comptable, parce que c'est pas ça l'idée, c'est de vraiment embarquer aussi la partie, alors je dirais citoyenne, parce que derrière les citoyens ont des attentes assez fortes par rapport à faire la ville. Et je pense qu'on l'a bien vu tous au moment du confinement, hein, vivre aussi dans des zones très très denses, pas toujours simple quand même. Et donc bien se dire que voilà, il faut qu'on aussi on réponde aux aspirations des habitants, voilà. Et derrière justement ce qu'on appelle la désirabilité, c'est bien sûr avoir accès derrière, accès à des services de proximité, pouvoir justement avoir des pratiques de mobilité active, durable, donc avoir la marche et le vélo en premier plan plutôt que d'avoir accès à sa voiture. Derrière, ça entraîne toute la partie, bien sûr, apaisement de la ville, accès à la nature en ville aussi, et tout ça, c'est une démarche un peu vertueuse. Et finalement, on peut pas opposer, on va dire, durabilité et désirabilité, parce que enfin voilà, c'est ce qu'on voulait vraiment montrer au travers du guide, c'est-à-dire que ça va ensemble. Voilà, c'est pas quelque chose qui s'oppose. Et si on veut réussir, je pense que voilà, il faut aller sur tous ces enjeux-là. Oui, il y a sans doute beaucoup de compromis à faire, mais peut-être pas celui-là. C'est-à-dire que concernant la ville durable, qui est sans doute de fait plus dense, en tout cas que ce qu'elle est aujourd'hui, mais pas partout, mais souvent plus dense, elle est aussi plus désirable, notamment avec cette entrée sur laquelle tu as insisté plusieurs fois lors de notre échange sur la question des sols, la question de la renaturation et la présence du végétal dans la ville, dans les espaces urbains, qui finalement est aussi une forme de densification, hein, densifier le végétal et aussi un des enjeux. Il y a peut-être d'ailleurs un débat à avoir là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs de la profession qui aimeraient bien renoncer au terme de densité parce qu'il est trop chargé. Moi, j'ai tendance à penser qu'il faut quelque part l'assumer, l'expliquer et avancer avec, parce que ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire plus d'usage au mètre carré, et quelque part, c'est quand même bien la question, mais surtout qu'on a souvent de la place. Après, quels usages, c'est aussi un autre débat, et c'est vrai qu'on a pu basculer ces dernières années
d'un usage systématiquement bâti quand on parle de densification ou de densité, à se dire aussi qu'il y avait d'autres usages légitimes, mais même nécessaires. Bon, je pense que les auditeurs sauront se reporter à ce document, qui est aussi un document d'entrée, de vulgarisation, de pédagogie, et ça fait partie d'un processus plus global sur lequel on n'a pas fini de parler de tout ça. Est-ce que tu as, au-delà évidemment de cette lecture, un autre conseil de lecture ou de film ou autre pour les auditeurs, pour continuer à avancer sur ces questions-là? J'aime bien se dire qu'en fait, on ne connaît pas encore tout à fait le chemin et que c'est le moment de l'expérimentation. Et que finalement, les deux opposés qui étaient densité et désirabilité vont finalement ensemble. Alors, des conseils, tu voudrais? Alors, c'est plutôt sur... si je tire le fil de l'angle citoyen, moi, j'ai beaucoup aimé le documentaire Douce France, alors qu'il y a quelques années maintenant, mais je pense qu'il est sorti il y a 2 ans peut-être. Et c'est vraiment la prise de conscience dans des quartiers un peu justement un peu chauds, un peu denses, un peu pas très désirables, des jeunes qui reprennent un peu la main justement sur ces questions d'aménagement du territoire. Et enfin c'est assez marquant. Enfin moi ça m'a un peu marqué en me disant que ben oui, les citoyens notamment quand on leur montre un petit peu aussi les conséquences de certains aménagements, on peut aussi se dire, ben non, finalement, ça correspond pas vraiment aux besoins que j'ai aujourd'hui. Et voilà, donc voilà, ce documentaire, il est vraiment... Bon, pour moi, il m'a un peu marqué. Je pense que c'est vraiment, en plus, un peu en lien avec ce dont on vient de parler. Et puis, oui... Moi, j'aime bien les documentaires parce que c'est tout de suite, c'est tout de suite parlant. Alors, ça, on raconte aussi des histoires comme celle-là qui ont plutôt bien terminé, puisque finalement le projet, enfin bien terminé, ça dépend de quel point de vue on se place, mais voilà. Mais c'est vrai que bon, et j'aime bien aussi tous les documentaires de Cyril Dion. J'avoue qu'il est très très bon dans la façon de voir les choses, et il arrive à poser le sujet et le voir de manière finalement donner de l'espoir sur ces questions qui sont pas toujours évidentes et qui sont parfois angoissantes. Voilà. Donc moi j'aime bien aussi ces documentaires-là. Alors je les ai... voilà. Non, mais on mettra les différents liens, les différentes références de toute manière sur le commentaire du podcast. Et puis peut-être c'est intéressant justement de sortir de l'écrit, puis peut-être de sortir du propos rationnel pour rentrer sur d'autres aspects et faire comprendre la pédagogie, c'est finalement aussi ça. Merci beaucoup Anne. Mais avec plaisir. Et puis donc à bientôt pour prolonger cet échange.